C'était une nuit d'orage à Paris. Quand j'ai ouvert la porte de la chambre de ma fille Sophie et que je les ai vus enlacés dans le lit. Leurs lèvres scellées dans un baiser passionné qui n'avait rien d'amical. Mon cœur s'est arrêté net. Comme si le monde entier s'était effondré sous mes pieds. Et au lieu de hurler, je suis restée figée. Réalisant que ma vie de mère protectrice venait de basculer dans un abîme d'incertitude. Élise. La meilleure amie de Sophie depuis le lycée. Celle que j'avais toujours considérée comme une seconde fille. Était là. Et ce geste intime révélait un secret que je n'avais jamais soupçonné. Je m'appelle Claire. J'ai 45 ans. Et je vis dans un appartement modeste du quartier de Montmartre. Avec vue sur les toits gris de la ville. Sophie. Ma fille unique. À 20 ans maintenant. Étudiante en littérature à la Sorbonne. Une jeune femme brillante. Aux cheveux châtains longs qui cascadent comme une rivière automnale. Et aux yeux verts hérités de son père décédé. Elle a toujours été ma fierté. Ma raison de me lever chaque matin après le divorce difficile qui m'avait laissé seule il y a 10 ans. Élise. Quant à elle. 19 ans. Avec ses cheveux noirs courts et ébouriffés. Ses yeux bleus qui semblent toujours cacher une mélancolie profonde. Est arrivée dans nos vies comme un rayon de soleil inattendu. Orpheline de mère. Élevée par un père distant. Elle passait souvent les week-ends chez nous. Et je l'avais accueillie à bras ouverts. Pensant que c'était une amitié innocente qui aidait Sophie à s'épanouir. Cette nuit-là. L'orage grondait dehors. Et Sophie m'avait appelé plus tôt pour me dire qu'Élise resterait dormir à cause du mauvais temps. J'avais préparé un dîner simple, une quiche lorraine et une salade et nous avions ri autour de la table. Parlant de leurs examens et de leurs rêves d'avenir. Élise semblait plus réservée que d'habitude. Jetant des regards furtifs à Sophie. Mais je n'y avais pas prêté attention. Vers minuit. Incapable de dormir à cause du tonnerre. Je m'étais levée pour vérifier si tout allait bien. Et là. Dans la pénombre éclairée par un éclair sporadique. Je les ai surprises. Sophie. Ma Sophie. Embrassant Élise avec une tendresse qui dépassait l'affection platonique. Je refermai la porte sans bruit. Le souffle court. Et regagnai ma chambre en titubant. Le lendemain matin. Je fis comme si de rien n'était. Le petit déjeuner fut tendu pour moi seule, elle riait. Se taquinait comme toujours. Mais intérieurement. Un tourbillon d'émotions me submergeait, choc, confusion et une pointe de trahison. Était-ce de l'amour? Comment avais-je pu être si aveugle? Sophie avait eu des petits amis au lycée. Des flirts anodins. Mais rien de sérieux. Élise. Elle. N'en avait jamais parlé. Je repensais à tous ces moments. Les week-ends passés ensemble. Les secrets chuchotés. Les regards complices. Était-ce là depuis le début? Je décidai de ne rien dire tout de suite. Peut-être était-ce une phase? Une expérimentation de jeunesse. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas si simple. En France. En 2026. L'homosexualité est acceptée. Du moins en surface le mariage pour tous est loi depuis des années. Mais dans les familles comme la mienne, issues d'un milieu catholique conservateur, c'est une autre histoire. Ma mère, veuve à Lyon, m'appellerait une hérétique si elle l'apprenait. Et mon ex-mari, remarié avec une famille traditionnelle? Que dirait-il? Sophie était tout pour moi, je ne voulais pas la perdre. Au travail ce jour-là.
Comme professeur d'histoire dans un lycée parisien, je fus distraite. Mes élèves remarquèrent mon absence d'esprit. Mais je balayai leurs questions. En rentrant, je trouvai Sophie seule, Élise était partie. Maman. Tout va bien? Demanda-t-elle en me voyant pâle. Je hochai la tête. Mais mon cœur battait la chamade. Devais-je confronter? Ou attendre qu'elle me dise la vérité? Le soir, seule dans mon lit, je pleurais pour la première fois depuis des années. Ce n'était pas seulement le secret, c'était la peur de ce que cela impliquait pour elle. Pour nous. La société française, malgré ses airs progressistes, cache encore des jugements acerbes, surtout dans les cercles académiques où Sophie évoluait. Et moi? Étais-je prête à affronter cela? Les jours suivants furent un calvaire. Je guettais chaque interaction entre elles. Élise revint plusieurs fois. Et je notais les touches subtiles, une main qui s'attardait. Un sourire trop intime. Sophie semblait plus épanouie. Mais aussi plus nerveuse. Un soir, alors qu'elles étudiaient dans le salon, je surpris une conversation murmurée, on doit le dire à ta mère. Sauf. Je ne supporte plus de mentir. Mon sang se glaça. Elle savait que je risquais de découvrir. Et cela les tourmentait. Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit? Était-ce ma faute? Avais-je été trop rigide? Enfin. Je ne pus plus tenir. Une semaine après l'incident, je confrontai Sophie seule. Il faut qu'on parle. Ma chérie. De toi et Élise. Ses yeux s'écarquillèrent. Et elle pâlit. Maman. Comment? Je lui racontai ce que j'avais vu. Et les larmes coulèrent sur ses joues. Je l'aime. Maman. Depuis des mois. Je ne sais pas comment te le dire. J'avais peur. Peur de moi? Cela me brisa le cœur. Nous parlâmes des heures. Elle m'expliquant comment c'était arrivé, une amitié qui s'était deepening en quelque chose de plus profond lors d'un voyage scolaire à Provence. Élise, qui avait toujours su son orientation, l'avait aidée à comprendre la sienne. Mais maintenant, le secret était dehors. Et avec lui, les premières fissures dans notre relation. Je promis de réfléchir. De ne pas juger. Mais intérieurement, le conflit rageait, l'amour maternel contre les valeurs inculquées. Étais-je homophobe? Non. Je soutenais les droits LGBT en théorie. Mais pour ma fille, c'était différent. Et Élise, cette jeune fille que j'aimais comme la mienne, devenait soudain une menace. Que allais-je faire? Les semaines qui suivirent la confrontation furent un tourbillon de silence pesant et de discussions houleuses. Sophie et moi naviguions dans un océan d'émotions contradictoires, où chaque mot pouvait être une bouée ou un rocher tranchant. Élise, sentant la tension, espassa ses visites. Mais cela ne fit qu'amplifier l'angoisse de Sophie, qui se renfermait de plus en plus. Maman, tu dis que tu acceptes, mais tes regards disent le contraire? Me lança-t-elle un soir après dîner. Je ne pouvais nier, chaque fois que je les imaginais ensemble. Une vague de malaise m'envahissait. Pas à cause de l'amour en soi, mais des conséquences. Que diraient les grands-parents? Les amis? Et si cela ruinait la carrière naissante de Sophie? Je décidai de chercher du soutien. J'appelai ma sœur aînée, Marie,
qui vivait à Bordeaux et avait toujours été plus libérale. Claire. L'amour est l'amour. Sophie est adulte, laisse-la vivre. Me conseilla TL. Mais facile à dire pour elle. Avec ses enfants hétérosexuels et mariés. Puis, je me tournai vers un groupe de soutien en ligne pour parents d'enfants LGBT. Anonyme bien sûr. Les histoires partagées me réconfortèrent un peu, des mères qui avaient traversé le même choc. Apprenant à accepter. Pourtant, au fond, je luttais contre mes propres démons. Élevé dans une famille où le mariage traditionnel était sacré, je voyais l'homosexualité comme une déviation. Même si je haïssais cette pensée. Sophie, de son côté, affrontait ses propres tourments. Elle m'avoua un jour qu'elle avait longuement nié ses sentiments pour Élise, craignant le rejet social. À la Sorbonne, les cercles intellectuels étaient progressistes. Mais pas tous. Certains professeurs conservateurs murmuraient encore contre ces modes modernes. Et Élise, avec son passé difficile, un père alcoolique qui l'avait chassée de la maison à 16 ans pour son orientation, portait des cicatrices profondes. Elle a besoin de moi. Maman. Et moi d'elle, dit Sophie, les yeux emplis de détermination. Mais cette dépendance m'inquiétait, était-ce de l'amour vrai? Ou une rébellion contre la norme? La tension culmina lors d'un dîner familial. Ma mère vint de Lyon pour une visite surprise. À 80 ans, elle incarnait les valeurs traditionnelles, messe tous les dimanches. Jugement rapide sur tout ce qui déviait. Sophie invita Élise, insistant pour que ce soit le moment de vérité. Je paniquai. Pas maintenant. Pas comme ça. Suppliai-je. Mais Sophie refusa. Le dîner commença calmement, avec des discussions sur la météo et les actualités. Puis, au dessert, Sophie prit la main d'Élise sous la table, je le vis et annonça, « Mamie, Élise n'est pas juste mon amie. C'est ma petite amie. » Le silence fut assourdissant. Ma mère posa sa fourchette, le visage blême. « Qu'est-ce que tu dis? Sophie. C'est une blague? » Sophie secoua la tête, expliquant calmement. Ma mère explosa, « C'est contre nature. Claire? Comment as-tu pu laisser ça arriver? » Je restai muette, déchirée entre défendre ma fille et apaiser ma mère. Élise, blessée, se leva et partit en larmes. Sophie la suivit, me laissant seule avec la tempête. Ma mère me sermonna des heures, « Pense à ton père, à nos valeurs. Sophie va se perdre. » Cette nuit-là, je pleurais encore, réalisant le prix de l'acceptation, peut-être perdre ma propre famille. Le lendemain, Sophie me confronta. « Tu n'as rien dit pour me défendre. Tu as honte de moi? » Les mots me transpercèrent. Non. Je n'avais pas honte, j'avais peur. Peur pour elle. Dans une société où, malgré les lois, les discriminations persistent, emplois refusés, regards hostiles dans la rue. Élise revint, et elles décidèrent de partir en week-end pour se ressourcer. Je les laissai aller, mais l'angoisse me rongeait. Et si cela empirait? À mon travail, les rumeurs commencèrent. Une collègue, ayant vu Sophie et Élise main dans la main près du lycée, me posa des questions. Je niai. Mais le doute s'insinua.
Étais-je prête à assumer publiquement? Un soir, je reçus un appel d'Élise. Madame, je sais que vous avez du mal, mais j'aime Sophie. Je ne veux pas la perdre à cause de ça. Sa voix tremblait, révélant sa vulnérabilité. Pour la première fois, je vis en elle non une menace, mais une jeune femme blessée, cherchant l'approbation. Je commençai à changer. Je lus des livres sur l'identité sexuelle, assistai à une réunion du groupe de soutien en personne. Là, je rencontrai d'autres parents, et leurs histoires m'ouvrirent les yeux. Mais le chemin était long. Sophie, impatiente, pressait pour plus d'acceptation. Si tu ne peux pas, peut-être qu'on devrait prendre du recul. Ces mots me terrifièrent. Le prix de mon hésitation, perdre ma fille. Les mois passèrent, et le conflit s'étendit au-delà de notre foyer. Sophie et Élise officialisèrent leur relation sur les réseaux sociaux, postant des photos d'elle à Paris, main dans la main devant la tour Eiffel. Les réactions furent mitigées, amis enthousiastes, mais aussi des commentaires haineux anonymes. Dégénérés contre la famille traditionnelle. Sophie les ignora. Mais je vis l'impact, elle dormait moins. Stressait plus. Élise, habituée au rejet, la soutenait. Mais son propre père refusa de la voir, la traitant de « perdue ». Au sein de la famille, la fracture s'agrandit. Ma mère coupa les ponts avec Sophie, refusant de l'inviter pour Noël. Tant qu'elle persiste dans cette folie, elle n'est plus ma petite fille, déclara-t-elle. Je tentai de médier, mais en vain. Mon ex-mari, informé par Sophie elle-même, réagit violemment, c'est ta faute, Claire, pour l'avoir élevée sans figure paternelle forte. Il menaça de couper les aides financières pour ses études. Sophie, fière, refusa, je me débrouillerai seule. Mais je savais le sacrifice, des jobs étudiants. Moins de temps pour étudier. Socialement, les pressions montèrent. À la Sorbonne, un professeur conservateur, apprenant la nouvelle, la nota plus sévèrement, prétextant des distractions. Sophie se battit, porta plainte auprès du doyen, mais le processus fut épuisant. Élise, étudiante en art, subit des moqueries dans son atelier, la lesbienne du groupe. Elles se serrèrent les coudes, mais les blessures s'accumulaient. Un soir, après une manifestation pour les droits LGBT où elles participèrent, elles rentrèrent couvertes de bleu, une altercation avec des contre-manifestants. Maman, c'est la réalité, dit Sophie, les yeux emplis de défi. Moi, je luttais toujours intérieurement. J'avais accepté en surface, les invitant à dîner, mais les doutes persistaient. Était-ce moral? La Bible, que ma mère citait souvent, condamnait cela. Pourtant, en voyant leur amour, pur et sincère, je questionnais mes croyances. Un dilemme éthique me hantait, soutenir ma fille signifiait trahir mes racines, la rejeter. Trahir mon rôle de mère. Puis vint la trahison. Une amie proche, que j'avais confiée, répandit la nouvelle dans notre cercle. Soudain, invitations cessèrent,
Regard fuyant au supermarché. Claire? Pense à ta réputation? Me dit une voisine. Je me sentis isolée. Comme si j'étais punie pour l'amour de ma fille. Sophie, sentant ma faiblesse, s'éloigna. Si tu ne peux pas être fière de moi, autant ne pas se voir. Élise tenta de recoller les morceaux. Elle vint me voir seule, expliquant son passé, rejetée par sa famille. Elle avait trouvé en Sophie un ancrage. Je ne veux pas vous séparer, madame. Mais je ne peux renoncer à elle. Sa sincérité me toucha, mais aussi me confronta à ma propre hypocrisie. Avais-je vraiment accepté? Ou feignais-je? La crise culmina lors d'une fête familiale à Lyon. Ma mère insista pour que je vienne sans Sophie. Je refusai, choisissant ma fille. Si Sophie n'est pas bienvenue, moi non plus. Ce fut une rupture définitive. Ma mère pleura, m'accusant d'ingratitude. Le prix, perdre ma mère pour sauver ma fille. De retour à Paris, Sophie et moi nous réconciliâmes partiellement. Merci. Maman, dit-elle. Mais les dommages étaient faits. Élise, sous pression, commença à douter, et si on arrêtait? Pour ton bien. Sophie refusa. Mais le cide du doute était planté. La relation entre Sophie et Élise commença à craquer sous le poids des pressions externes. Élise, hantée par son passé, proposa une pause, peut-être que ta famille a raison. Je te fais du mal. Sophie, dévastée, refusa. Mais les disputes s'enchaînèrent. Un soir, après une querelle violente, Élise partit en claquant la porte. Sophie s'effondra dans mes bras. Maman, je l'aime. Mais tout est contre nous. Pour la première fois, je la consolai sans réserve, réalisant que mon hésitation avait contribué à cela. Je décidai d'agir. J'organisai une rencontre avec mon ex-mari, plaidant pour Sophie. Elle est heureuse, c'est ce qui compte. Il céda partiellement, reprenant les aides. Puis, je contactai ma mère, envoyant une lettre émouvante. L'amour de Sophie est réel. Rejeter cela, c'est rejeter Dieu lui-même, qui prône l'amour. Pas de réponse immédiate, mais un pas. Mais le destin frappa. Élise, dans un moment de désespoir, confia à une amie mutuelle qu'elle envisageait de partir à l'étranger pour étudier. Loin de tout. L'amie, par jalousie ou malveillance, le répéta à Sophie de manière déformée, Élise veut te quitter pour quelqu'un d'autre. Sophie, blessée, confronta Élise violemment, l'accusant de trahison. Élise nia. Mais le mal était fait. Elles rompirent. Élise partant chez une tante à Marseille. Sophie sombra dans la dépression. Elle manqua des cours, perdit du poids. Je la veillai, culpabilisant, si j'avais accepté plus tôt. Peut-être. Un jour, elle avoua, j'ai fait une erreur en lui faisant confiance si vite. Mais était-ce vrai? Ou une défense? Élise, de son côté, m'appela, je n'ai rien fait de mal. Mais je ne supporte plus la douleur. La société amplifia le drame. Des amis se divisèrent, certains soutinrent Sophie,
D'autres jugèrent leur relation immature. Moi, je naviguais entre soutien et regret. Avais-je poussé indirectement à cela par mes doutes initiaux? Puis, une révélation, l'amie qui avait répandu la rumeur avoua sa jalousie, elle avait des sentiments pour Élise. Une trahison classique, motivée par l'envie. Sophie, apprenant cela, voulut reconquérir Élise. Elle prit le train pour Marseille, déterminée. Maman, je dois réparer. Je l'encourageai, réalisant que l'amour vrai valait les risques. À Marseille, la confrontation fut intense. Élise, blessée, hésita. Pourquoi te battre maintenant? Sophie expliqua tout, implorant le pardon. Elles se réconcilièrent, mais avec des cicatrices. Le prix, confiance ébranlée. Temps perdu. De retour, elles affrontèrent ensemble les défis. Ma mère, touchée par ma lettre, appela enfin, je vais essayer. Pour toi. Un pas vers la guérison. Les mois suivants furent une reconstruction lente. Sophie et Élise, plus fortes, affrontèrent les préjugés avec résilience. Elles participèrent à des événements LGBT, trouvant une communauté soutenant. Moi, je m'impliquais, assistant à des marches, lisant sur l'histoire des droits en France. Mon évolution fut profonde, de la confusion à l'acceptation pleine. Ma mère, après une visite tendue, serra Élise dans ses bras. Si Sophie t'aime, alors moi aussi. Le pardon vint, mais pas sans effort. Pourtant, des dommages persistèrent. Sophie perdit des amis conservateurs. Élise lutta contre sa dépression récurrente. Elles firent des choix, déménager dans un quartier plus ouvert, comme le Marais. Leur amour, testé par le feu, s'approfondit, mais avec la conscience des sacrifices. Un jour, Sophie me dit, maman, merci d'avoir changé. Mais imagine si tu n'avais pas. Cela me hanta. Avais-je été une bonne mère? La vie reprit, avec ses hauts et bas. Élise exposa ses œuvres d'art. Inspirée par leur histoire, Sophie publia un essai sur l'identité. Elles planifièrent un avenir ensemble. Malgré les obstacles sociétaux persistants, loi progressiste. Mais cœurs humains lents à changer. En fin de compte, leur histoire fut une leçon sur l'amour, le prix des choix et les réveils douloureux. Mais était-ce la bonne décision pour Sophie de poursuivre cette relation? Malgré tous les tourments?